Donc, qu'est-ce qu'une trogne? C'est un arbre qui va être taillé dès son plus jeune âge, donc on va dire 9-10 ans, ça dépend des essences. Toutes les essences d'arbres peuvent être conduites en trogne et on va les téter. Si on le fait en fait dès le plus jeune âge et que on entretient cette façon de tailler tout au long de sa vie, l'arbre ne va pas souffrir. Voilà. Et même les arbres qui sont conduits en trogne vivent plus longtemps que leurs congénères sauvages qui sont en forme libre. Alors le problème actuel de ces arbres, c'est que toute leur vie, ils ont été conduits en trogne, donc tous les 10 ans, tac, 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 et puis là, ils sont à l'abandon. Donc en fait, ils ne sont pas faits pour supporter une ramure aussi grande, et ça les fragilise. Plus le réchauffement climatique, la sécheresse, c'est des arbres qui sont à l'abandon, et est-ce qu'on peut les raccourcir? Ça demande un travail d'élagage très précis, c'est-à-dire qu'il faudrait raccourcir le houppier, donc la partie aérienne, petit à petit. Donc autant dire que bon, des fois les paysans ils s'embêtent pas, hein, ils coupent tout d'un coup, et souvent l'arbre ne survit pas. Un arbre pousse par l'extérieur. À l'intérieur, c'est mort. Donc effectivement, quand on va couper régulièrement, on fait des petites plaies qui sont autant de zones d'entrée d'eau, de pathogènes, donc de champignons, de petites bestioles, d'exilophages, des insectes qui vont venir manger tout ça. Et ça accélère ce côté creux de l'arbre. Mais un arbre creux n'est pas un arbre mort. Un arbre creux peut vivre des milliers d'années en fait. Si vous voyez un arbre creux, n'hésitez pas à mettre la main dedans. Vous allez trouver le meilleur terreau du monde. C'est noir, ça sent bon. Et dans le temps, on utilisait ce terreau, on appelle ça le pourrier en Bretagne. Enfin, il y a plein de noms différents en France. Mais c'est du terreau déjà calibré, magnifique. Donc on s'en servait pour faire les semis. Le paysan qui avait un noisetier chez lui, c'était sûr qu'il y avait de l'eau en dessous. C'est un arbrisseau qui aime l'eau. Donc ça voulait dire que, il avait de l'eau, symbole de richesse, et qu'il avait aussi la possibilité d'avoir des noisettes, autre symbole de richesse. Parce qu'on peut toujours mettre sa famille à l'abri du besoin quand on a des noisettes. On ne s'en servait pas pour faire du commerce. La noisette, on la gardait vraiment pour se nourrir pendant l'hiver. En Bretagne, on disait souvent qu'on partait cueillir les noisettes à 2 et qu'on revenait à 3. Voilà. Et perdre sa noisette, ça voulait dire perdre sa virginité. C'est un arbre symbole vraiment de fécondité aussi. Et donc la ronce, c'est une des premières à s'installer. Et une fois qu'elle est installée, elle est géniale parce que c'est une grosse pourvoyeuse d'humus. C'est-à-dire qu'elle va, en faisant tomber ses feuilles, etc., elle va fabriquer du sol. Et puis ce qui est assez génial aussi, c'est que, vous voyez, quand il y a un gros roncier de 2 mètres de haut, 3 mètres de haut, on n'a pas envie d'aller dedans. Il n'y a que les oiseaux qui vont manger les baies et qui font des petits cadeaux au passage. Donc les graines tombent dans le roncier. Et vous avez comme ça, alors on appelle ça le berceau de la forêt. Et puis les arbres vont commencer à germer et à se développer dans le roncier, mais ils sont à l'abri des dents, des chevreuils, etc. Voici la deuxième partie de mon reportage avec Humus Libre. Nous partons avec Marie en sortie d'ethnobotanique paysanne pour comprendre l'histoire de ce bois profondément influencé par la culture paysanne. On circule dans les chemins creux pour rencontrer la ronce, l'aubépine, le sureau, le châtaignier, l'ortie, la grande berce, le noisetier, le hêtre ou encore le tilleul et beaucoup de trognes. Je m'excuse pour la qualité des premières minutes d'enregistrement où je tenais le micro dans ma main avant de l'accrocher à la chemise de Marie. À l'origine, je n'avais pas prévu de vous partager toute la balade et finalement, je me suis dit que ça en valait la peine. Marie propose aussi des sorties sur le littoral pour comprendre la biologie et la diversité des algues, apprendre à les cueillir avec respect et à les préparer pour se régaler. Pour retrouver l'agenda des sorties Humus Libre, rendez-vous sur humus-libre.com. Très belle écoute. Gracias, mamá, madre tierra. Gracias, Pachamama. Les plantes sauvages et cultivées accompagnent les femmes et les hommes de la naissance à la mort. Fruit d'une observation et d'un apprentissage des signes de la nature, où l'imaginaire s'accorde avec la nécessité, la mémoire humaine nous conte une histoire sociale du rapport au végétal. En Bretagne, comme ailleurs, la transmission orale de ces savoirs et des langues locales s'est interrompue au cours du siècle dernier. Avec elle, l'incroyable bric-à-brac de connaissances, d'inspiration poétique
d'expressions et de noms en breton, en gallo, s'amenuisent. La pensée sauvage, que l'on peut également appeler savoir écologique populaire, a été en partie fauchée, emportée avec les talus et les herbes folles du bocage. Voilà, c'est un très beau texte que j'ai du mal à lire sans avoir les larmes aux yeux, parce que je trouve que ça symbolise. Voilà, ce qui s'est un petit peu perdu avec le remembrement. Laurent Gall. Alors durant cette sortie, on va avoir des choses très concrètes, mais il va falloir faire appel aussi un petit peu à votre imagination, parce que je vous propose un petit peu de remonter le temps. C'est-à-dire qu'il va falloir imaginer un petit peu, mais je vais vous y aider, comment étaient les campagnes, comment elles ont été façonnées et comment étaient les campagnes il y a encore, on va dire dans les années 50, les années 60. Donc là on est dans un endroit qui est vallonné, avec du relief, donc qui a été épargné justement par le remembrement. Donc je rappelle, le remembrement, c'était une décision nationale, vraiment d'agrandir les parcelles agricoles pour le productivisme. Enfin, il faut remettre ça dans l'époque de l'agriculture. Et donc il y a énormément des talus qui étaient plurimillénaires des fois, qui ont été rasés à coup de bulldozer. Ça a été un drame écologique, sociétal aussi, on n'en parle pas assez ça. Donc il faut imaginer que c'est resté voilà, un petit peu tel quel. Par contre, la paysannerie comme elle était pratiquée pendant plusieurs siècles, manuellement, avec les animaux et tout ça, c'est tout un système qui a disparu. Donc il va falloir faire appel à votre imagination, mais je vais vous aider un petit peu. Ici il y avait une ferme, je sais pas si vous avez vu, il y a des bâtiments magnifiques en arrivant, donc c'était vraiment le système de la ferme qui est très ancien. Et on va aller rejoindre une autre ferme qui est au bout de ce chemin creux. Donc les chemins creux, je pense que tout le monde s'est déjà baladé dans les chemins creux. Ouais, c'est attirant, enfin on sent qu'il y a des choses un peu magiques. Hein. Le magique, c'est, je me permettrai pas de juger, c'est chacun a ses ressentis, mais ces lieux-là, on sent bien qu'il y a eu du passage depuis des siècles et des siècles. Donc vous avez différentes sortes de chemins. Vous en avez qui sont comme celui qu'on va emprunter, qui sont plutôt larges, qui servaient à faire passer les charrettes, donc des chemins charretiers. Donc voilà. Si on regarde bien sur le sol, on voit des fois sur la pierre, on voit la trace d'usure pendant des siècles de ces roues-là. Donc moi je trouve ça émouvant aussi. Et puis des fois, entre différentes fermes ou entre différents champs, on avait des chemins beaucoup plus étroits pour aller d'un champ ou un autre ou d'aller d'une ferme à une autre. Voilà. Donc je vous propose de commencer à avancer tranquillement. Et puis on va parler des plantes et des arbres qu'on croise. Alors il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, il y avait un gros couvert végétal. Et que quand il y avait une ferme, en fait, on défrichait au fur et à mesure de manière concentrique. Donc il y avait vraiment le corps de ferme, il y avait toute la vie de la ferme. Toute cette activité reposait sur le couple homme-femme. Donc la femme était plus souvent à gérer la cour, la maison, les animaux, le lait, le beurre, tout ce qui est les enfants, l'éducation et tout ce qui était herboristerie, tout ce qui était médecine, mais dans le foyer. Et les hommes et les jeunes hommes les plus vaillants, costauds, allaient plutôt à l'extérieur, donc pour le défrichage, pour le travaux des champs. Voilà. Et on défrichait au fur et à mesure. Donc, et vous aviez la cour de la ferme avec des enclos, des murets, le bétail. Voilà. Après, vous aviez toutes ces parties-là étaient plutôt engraissées avec du fumier. Enfin voilà, il y avait aussi le verger, le poulailler, etc. Et plus vous alliez vers l'extérieur, plus vous aviez donc les landes qui étaient plutôt pauvres. On mettait des fois le bétail à tête. Et après, c'était un peu la terra incognita du paysan. Donc, voilà. Il y avait différentes échelles comme ça. Les paysans, ils sortaient très peu de la ferme, si ce n'était pour aller à des foires ou pour se rendre à l'église, enfin dans la paroisse. Mais c'était vraiment, voilà, ça n'allait pas très loin en fait géographiquement parlant. Il faut se dire que tous les talus étaient plantés systématiquement par les paysans. Donc là, sur 10 mètres, vous avez déjà, est-ce que vous reconnaissez un petit peu ces arbres? J'aime bien demander parce que je me rends compte des fois que la connaissance des arbres se perd aussi. Alors ça c'est le hêtre. Ouais. Ça c'est le hêtre. Le premier arbre c'est un chêne. Alors petit aparté, il est recouvert de lierre. Le lierre qu'on appelle justement le bourreau des arbres. Le lierre n'est pas du tout une plante qui va étouffer les arbres. Il est là bien au contraire
pour, pour protéger l'arbre. C'est vraiment une symbiose, hein. C'est-à-dire qu'il n'a aucun intérêt à tuer l'arbre, parce que si l'arbre tombe, le lierre est condamné aussi, quoi. Donc c'est une plante qui est absolument incroyable. C'est à peu près la seule de sa famille, c'est la famille des ginseng. Donc, ouais. Et en fait, il a gardé cette lointaine mémoire de la plante tropicale, puisqu'il va fleurir beaucoup plus tard que les autres plantes sous notre latitude. Vous voyez là, il commence à être en fleurs. D'ailleurs, bon, il a plu là, mais il y a des moments où si on se met sous les chênes où il y a du lierre comme ça bourdonne. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a tous les insectes qui vont se nourrir là justement avant l'hiver. Ces fruits sont présents pendant l'hiver. À un moment, il n'y a plus de nourriture pour les oiseaux. Donc, voilà, c'est une manne. Et puis, il perd très très peu ses feuilles. Mais bon, quand tous les oiseaux vont manger les fruits, vous savez, ça ressort par l'autre côté. Et c'est un moment à la fin de l'hiver où les oiseaux, du coup, vont déféquer au pied de l'arbre. Et ça va apporter tout de suite de l'engrais pour l'arbre qui va commencer à refaire ses bourgeons. La nature est super bien faite. Ouais, c'est clair. Voilà. Après, je pourrais vous en parler pendant des heures sur les mycorhizes du lierre qui ne font pas concurrence aux mycorhizes de l'arbre. C'est-à-dire que les champignons qui vivent en osmose dans la terre ne font pas concurrence. Et en fait, même, je vois souvent sur des vieux arbres des gens qui vont enlever le lierre, ça peut condamner l'arbre en fait, parce que ça va le fragiliser. Le lierre, vous voyez, il fait une espèce de carapace autour du tronc, donc il protège le tronc des intempéries, donc battance, le froid. En plus, c'est un antigel naturel, le lierre, jusqu'à moins 25. Donc il protège l'arbre. Et si vous avez déjà vu comment ça s'accroche, hein, c'est des petits crampons, c'est très dur à enlever, hein, c'est de la glu, vraiment, c'est le système du monde végétal, en tout cas sous nos latitudes, qui est le plus efficient, quoi. Là, on a encore une plante qui est hyper commune sur les talus, le hou, effectivement. Alors pareil, lui, il a deux formes de feuilles, hein, je sais pas si on le voit. Oui, il y en a qui sont à Les pic feuilles qui et il y sont en a vers le bas, sans qui sont jaunes, sont très piquantes. On peut Ouais. piquer les fesses ou les doigts dedans. Ah oui, il y en a, on voit là, sans Et les pic. feuilles qui sont plus en hauteur, Elles perdent elles perdent leur piquant. Ouais. C'est pas bête, ça ne C'est- fait pas brouter comme ça. Donc ça permet vraiment de faire des haies naturelles. Ça peut vivre jusqu'à 300 ans. Un hou. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et ça fait un bois qui est très blanc, très dur, donc qui est intéressant pour faire tout ce qui est manche d'outils. Voilà, en ébénisterie, en marqueterie aussi, il est assez utilisé pour les décorations de Noël. Enfin, c'est vraiment un arbre qui est indissociable du bocage breton. Le bocage, c'est un mot qui vous parle ou pas tous? Oui. Et le hou serait aussi un marqueur de limite. J'entendais, j'habitais en Anjou avant, et me dit, là-bas le hou c'est la limite, ça marque une limite territoriale. Effectivement, dans chaque région, il y a des arbres bien spécifiques. L'aubépine, Ah oui. qui dure très longtemps aussi, qui était, ou le cognacier, le coin, qu'on plantait aussi au coin des parcelles comme ça, pour dire voilà, ça commence là, ça se finit là. D'accord. Ah oui, il y a toutes les symboliques. Je ne vais pas parler de tout parce que sinon on y passerait les Bah ouais, journées, bah tellement oui, c'est c'est clair. passionnant. Tellement Mais dingue. chaque arbre avait une utilisation, une symbolique magique, des croyances païennes, puis chrétiennes, et puis, des usages multiples. Voilà. Donc pareil, utilisé beaucoup pour tout ce qui est couronne, décoration. Voilà, mais c'est surtout son bois qui nous intéresse. Les baies sont très toxiques. Bon, en herboristerie familiale, il n'est pas très très utilisé non plus. Voilà, c'était plus l'usage du bois. Donc c'est vraiment ce maillage en fait qui a constitué la France vraiment jusqu'à dans les années 60. Les champs étaient tout petits. Et souvent la surface, l'hectare en fait a été définie par le travail du cheval à la journée. Un cheval est capable de faire voilà, tant d'hectares en défrichage, en labourage. Et c'est ça qui a défini la journée de travail paysanne, mais aussi la taille du champ. Et aussi la forme du champ. Si vous regardez des vieilles parcelles, il y a encore dans les monts d'arrêt des parcelles qui n'ont pas été changées. Et on voit à leur forme, elles sont arrondies. Bon, le bocage, c'était formidable parce que c'est une réserve donc, naturelle de biodiversité aussi. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait tout ça, il y avait tous les insectes, les oiseaux, tout le maillage alimentaire et naturel qui était présent dans ces arbres. Cette biodiversité et donc tous ces animaux faisaient le job aussi dans les champs, c'est-à-dire que ça régulait les insectes, les maladies. Bon, je dis pas que c'était mieux avant, c'était différent, mais en tout cas, ça, le fait de raser tout ce bocage, c'est pas une progression.
Voilà. On le sait maintenant, on le sait depuis un bout de temps. Voilà. Donc on replante des haies, mais actuellement quand je vous parle, là il y a plus de haies qui sont rasées en France que de haies qui sont replantées. Nous à Carvignac, installés depuis le mois de février, on a déjà replanté combien de mètres linéaires de haies? 200 mètres peut-être? Ouais. 200 mètres on va dire, et puis on va continuer, là, on va faire venir 100 arbres de plus cet hiver et on remet de la haie, on refait de la haie, de la haie, de la haie. Voilà. Ça permet aussi de réguler le sol, de nourrir le sol, de faire de l'ombre. Vous avez remarqué, il fait de plus en plus chaud. Hein. Donc moi je suis en végétal, mais pour les éleveurs, ça donne de l'ombre aux bêtes, ça apporte de l'eau, ça régule la température. Quand il y a des grosses pluies, parce que maintenant les pluies sont violentes, les sols, ça ne ruisselle pas, ça part pas direct. Il y a toute une vie dans le sol qui se remet en place. Et pour les éleveurs, c'est une alternative au fourrage qui vient de je ne sais où. Refaire pousser du frêne, par exemple, pour les caprins, les chèvres, c'est pouvoir les nourrir. Enfin, on ne va pas les nourrir que de ça toute l'année, hein, mais c'est un complément alimentaire qui est formidable. Bon, là on est au soleil, donc on va pas rester trop longtemps, mais vous connaissez son nom, celle-là? La fougère aigle. Ça, on la voit vraiment partout en Bretagne. Alors celle-là, vous avez l'impression que c'est un pied, une fougère, mais en fait, ça peut être un pied et ça peut couvrir mais vraiment plusieurs hectares. Et elle est capable de se cloner en fait, donc ça peut vivre éternellement. Traditionnellement, c'était utilisé fauché pour faire la litière aussi des animaux. Voilà. Vermifuge, arboristerie familiale, pas spécialement. Si vermifuge, c'est riche en tanins aussi, je crois. Mais on mange, c'est vraiment si on a que ça à manger. Hein. C'est la crosse, vous voyez quand ça sort là, que c'est magnifique tout enroulé. Mais il faut vraiment la faire tremper hyper longtemps dans la cendre. Bon voilà, après c'est bon. Pour la manger. Hein, c'est toxique. Ouais, c'est toxique. Et c'est plutôt les rhizomes, quand les paysans n'avaient plus que ça, ils prenaient les rhizomes, ils les faisaient sécher, ils les mélangeaient à la pâtée des cochons, quoi. Parce que ça reminéralise, ça... Oh, on va avancer, on va juste se mettre devant ces arbres-là, parce qu'ils sont magnifiques. Attention, il y a des cailloux. C'est des 2 trognes magnifiques. Ah, ça sent bon, l'humus. Alors, on va se mettre là. Moi, je vais monter là, comme ça, Là, je vous invite à regarder ces arbres, et puis après, on va leur rendre hommage. Donc là, j'avais une question, c'était, mais là, toute cette forêt, ça a été planté, les talus, ils ont été plantés. Alors, si on part dans notre DeLorean volante et qu'on repart dans le passé, il faut imaginer que tout était défriché. Il y a eu un moment, si vous regardez même des photos aériennes des années 50, vous allez sur Géoportail où vous verrez, il n'y a quasiment pas de forêt. Donc dans les années 50, les seuls arbres en fait, c'était les vergers avec des pommiers, et autres arbres fruitiers. Et ce qui était vraiment planté, c'était tous les talus. Donc toute la forêt que vous voyez là, elle est très très jeune. Ça, c'est la forêt qui a repris naturellement, ou certains diraient par manque d'entretien paysan. Il n'y a plus de bêtes qui vont brouter, donc les repoussent les jeunes arbres. Voilà. Et donc, je vous disais, on est dans un chemin paysan, un chemin charretier. Et en fait, si vous regardez, vous pouvez deviner sur les côtés, ce sont des talus avec des pierres sèches. Tout était construit. C'est en train de disparaître. Ça, c'est vraiment un petit patrimoine bâti qui est incroyable, parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait un muret en pierre sèche. Hein. C'est un boulot de dingue, faut aller chercher la pierre. Voilà. Et vous avez devant vous donc 2 exemplaires d'arbres qui peut-être ont été plantés. En tout cas, ils sont peut-être aussi venus naturellement, mais en tout cas, ce sont des arbres paysans. Alors, qu'est-ce que je veux dire par arbre paysan? C'est que c'est des arbres qui ont été utilisés à des fins humaines. Alors, c'est ce qu'on appelle des arbres têtards. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme? Têtard, trogne, tordu, tête de... Enfin, voilà, si vous prenez le patois, une carte de tous les patois, voilà, c'est... Donc, qu'est-ce qu'une trogne? C'est un arbre qui va être taillé dès son plus jeune âge, donc on va dire 9-10 ans, ça dépend des essences. Toutes les essences d'arbres peuvent être conduites en trogne, et on va les têter. Alors, plein de personnes disent « Oh, c'est horrible, c'est barbare, on coupe l'arbre ». Non, parce que si on le fait en fait dès le plus jeune âge et qu'on entretient cette façon de tailler tout au long de sa vie, l'arbre ne va pas souffrir. Voilà. Et même les arbres qui sont conduits en trogne vivent plus longtemps que leurs congénères sauvages qui sont en forme livre.
Alors, à quoi est-ce qu'on reconnaît une trogne? Tous les arbres que vous voyez qui sont un peu boursouflés, qui ont des formes... vous voyez là, toutes ces boursouflures, bah, ça c'est rarement naturel. Alors, il y a des trognes naturelles, c'est-à-dire que si vous avez un jeune arbre et qu'il y a un chevreuil qui vient... Oh, j'ai cru que vous aviez une guêpe dans le dos. J'allais taper. Donc dans la nature, vous avez des trognes naturelles. Un chevreuil, ou ça peut être une tempête qui va casser l'arbre. Les castors aussi, hein, ils font ça très très bien. L'arbre, il a sous son écorce plein de réserves nutritives. C'est formidable un arbre, on ne va pas encore partir dans les détails parce qu'on pourrait en parler toute une journée. Mais il y a plein de réserves en fait sous l'écorce, des bourgeons dormants. Et après avoir été taillé, alors vraiment étêté, hein, c'est-à-dire coupé à ras, on ne laisse que le tronc. L'arbre, il va trouver cette ressource, il va refaire des branches. Alors, les paysans faisaient ça dans le temps, tous les 9-10 ans. C'était acté, hein, vraiment, au Moyen-Âge, c'était écrit noir sur blanc. Et l'arbre pouvait tenir, on a des trognes qui ont plus de 1000 ans comme ça. Hein. Et on le fait depuis le néolithique. On a trouvé une trogne fossilisée dans le lit d'une rivière en Angleterre. Donc c'est une pratique vraiment ancestrale. Alors quel est l'intérêt? Enfin, les intérêts, parce qu'il y en a tellement. Alors, ça permettait de faire du bois de chauffage. Alors, il faut remettre aussi dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que le paysan, il n'était pas propriétaire de sa terre, donc pas propriétaire des arbres. Donc tout ce qui était le fût de l'arbre, c'était pour le noble, le propriétaire. Le paysan avait le droit d'exploiter toute la partie aérienne. Donc il pouvait récupérer des fagots, et les fagots servaient un peu à tout, se chauffer, l'usage domestique, à faire tourner les fours à pain, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu le nombre de fagots qu'il faut pour faire tourner un four à pain. C'est des quantités monstrueuses de bois, donc il fallait bien aller le chercher quelque part. Ça servait aussi, donc je disais tout à l'heure, pour nourrir le bétail, ça servait à faire le bois pour la construction, le bois pour les outils, le bois pour la vie de tous les jours, hein, les chaussures, enfin les sabots, voilà, des usages médicinaux aussi. Donc vous avez devant vous 2 trognes qui ont repris leur liberté, entre guillemets, qui ont été abandonnées, qui ont dû être conduites en trogne pendant des années et des années, puisque vous voyez la taille du tronc, elles sont quand même très très vieilles. Et vous voyez les grosses branches qui sont reparties, ça date de son abandon. Je pense qu'il a quel âge bien 150 ans pour la base du tronc. Et pour les repousses, je dirais ouais, fin année 70 peut-être. Voilà. Donc l'arbre va faire ce qu'on appelle des réitérations. C'est comme s'il faisait des nouveaux arbres. Chaque branche était un nouvel arbre. Et voilà. Et en fait, ces arbres-là, vous en avez... Alors maintenant, vous savez ce que c'est. Vous allez regarder. Faites pas comme moi, je frôle l'accident tous les jours, un accident de voiture, parce que vous allez vous rendre compte que partout, il y a très peu d'arbres en fait qui ont des formes sauvages, des formes libres. Et vous allez vous dire, ah bah tiens, là il y avait des paysans qui ont fait ça pendant des années. Ah bah là, c'est encore une trogne qui est abandonnée. Alors le problème actuel de ces arbres, c'est que toute leur vie, ils ont été conduits en trogne, donc tous les 10 ans, tac, et puis là, ils sont à l'abandon. Donc en fait, ils ne sont pas faits pour supporter une ramure aussi grande, et ça les fragilise. Plus le réchauffement climatique, la sécheresse, là c'est du chêne pédonculé, le chêne n'aime pas la sécheresse. Bon, c'est des arbres qui sont à l'abandon, et est-ce qu'on peut les raccourcir? Ça demande un travail d'élagage très précis, c'est-à-dire qu'il faudrait raccourcir le houppier, donc la partie aérienne, petit à petit. Donc autant dire que bon, des fois les paysans ils s'embêtent pas, hein, ils coupent tout d'un coup et souvent l'arbre ne survit pas. Parce que ça va être trop compliqué pour lui de refaire ces réitérations, ces nouvelles branches, ça demande trop d'énergie. Souvent ces arbres, vous les voyez aussi dans les talus, dans les lotissements. Et puis ça gêne les maisons, donc on les rabat en se disant bon, on va bien repousser. Non. Il faut le faire en douceur. Mais faire en douceur, ça nécessite au moins 3 tailles pour le... Et donc c'est de l'argent. Et puis en fait, il y a même beaucoup d'élagueurs qui ne savent pas comment rattraper une trogne. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un patrimoine paysan qui est en train de disparaître et d'être malmené. D'où l'importance de savoir que ça existe. Et puis en tant que paysanne, c'est aussi l'avenir, parce qu'on parle du passé, mais c'est aussi une manière de faire de l'agroforesterie, agroécologie, replanter des talus, refaire du bois, du broyat, refaire du bois de chauffage, du bois de construction. On est en pénurie mondiale de bois là, hein. C'est très compliqué d'avoir du bois actuellement. Donc là, c'est une manière, si vous voulez, d'avoir une ressource qui est infinie, qui est renouvelable. Et en plus, il faut savoir que quand on fait une coupe rase, quand on coupe un arbre et qu'on le tue, ça relargue énormément de carbone, entre autres, hein, dans l'atmosphère.
Tandis que là, ça permet de continuer à stocker le carbone, continuer à avoir la vie du sol. Mais comment il fait pour survivre l'arbre quand tu le tailles comme ça, quand tu lui coupes la tête? Ouais, il a la réserve sous l'écorce. Hein. C'est pour ça que c'est un symbole d'immortalité, la trogne aussi, hein, et de résilience. C'est-à-dire qu'il va remotiver ses bourgeons, sauf si on l'a massacré évidemment, et il va repartir comme ça. Et les trognes durent plus longtemps, vivent plus longtemps. Si tu l'as habitué des jeunes. S'il est habitué, sinon c'est foutu. Ouais. Ils ont des systèmes racinaires qui sont plus ancrés, ils sont souvent plus trapus. Voilà. Et ça augmente aussi tout ce qui est biomasse, donc ça veut dire qu'ils vont faire plus de feuillage après qu'un arbre en forme libre. Et ça peut favoriser aussi la fructification. Donc tous les arbres peuvent être conduits en tétard. Les conifères, ils aiment moins. C'est pas une pratique qu'on fait trop. En Haute-Loire, il y a un site comme ça où pour la boulange, ils avaient que des pins, des conifères, donc ils l'ont fait. Mais voilà, c'est plutôt les feuillus qui sont conduits comme ça. Tétard, ça veut dire quoi? Tétard, c'est étété. Trogne. Alors il y a différentes façons de faire. Quand vous allez vers Rennes, vous les voyez, ils sont tous, les arbres, ils sont foutus à poil, ils sont tous. Vous voyez les émondes. Donc, vous avez jamais vu dans le bocage quand vous allez à Rennes? Il y a des moments où ils taillent les arbres, et il y a juste l'arbre tout en hauteur. Là, ils coupent pas la tête, hein. Ils coupent les branches latérales. Ça s'appelle les ragosses. C'est juste un tronc. Alors, ouais, plein de monde est là. Oh, mais c'est horrible. Ouais, c'est bon, ok, mais fait des allumettes, quoi. ça demande du travail en fait. Et quand on fait une trogne, on la fait pas pour soi, on la fait pour les enfants, les petits-enfants. Mais il faut le transmettre. Et c'est là que c'est triste en fait. C'est que c'est la lecture que je vous ai faite au tout début, c'est que toutes ces transmissions, entre autres, se sont arrêtées. Voilà. Là, donc ma question, je lui enlève la tête ou pas? Bah, vous l'avez fait il y a combien de temps déjà? Tous les 10 ans, il faut le faire. La semaine dernière, j'ai coupé ça il y a pas longtemps. Bah, dans 10 ans alors. Oh non. Bah, faut former les enfants. Imagine un jeune chêne qui a ce diamètre-là, qui a à peu près 10 ans. Ouais. Donc il a son tronc, ses rameaux, enfin son houppier, on appelle ça. Et là tu vas, tchac. Tu coupes tout, parce que là, par exemple, je me demandais si tu coupais toutes les repousses. Tu coupes avant les... Tu vois là où c'est tout boursouflé. Ouais. Il a été coupé là systématiquement tous les 10 ans. Mais oui. Ok, donc au niveau de chaque repousse. C'est ça. Mais ça a été fait pendant 200 ans, 150 ans. Tu vois, les paysans, ils allaient faire ça. Okay. Et puis après, quand cette génération a arrêté, et voilà, l'arbre a repris sa forme naturelle. Les chênes, on les faisait souvent en hauteur comme ça. Ça permettait aussi que ce soit hors de portée de la bouche du bétail. En fait, c'est une prairie à étage. Donc ça permet d'avoir de la ressource sans que les animaux aillent tout le temps dessus. Parce que sinon, les arbres, ça les tue, hein, s'il y a la pression du bétail. Donc le chêne, c'était souvent en hauteur comme ça. Le châtaignier, c'était souvent à ras. Recépé au ras du sol. Oh, faut que je parle de cette plante. Alors comme vous avez pu commencer à le deviner, j'aime bien tout ce qui est boursouflé, tordu et piquant et ce qui est mal aimé. Alors voici une mal aimée. La ronce. Alors ça c'est pareil, je pouvais vous en parler pendant une bonne heure. Ouais. C'est une plante incroyable. Mal aimée et pourtant tellement utile. Alors c'est une plante qui est pionnière, c'est-à-dire qu'elle va aller sur des sols où il n'y a quasiment plus rien. Et c'est elle qui va aider à refaire du sol. Je m'explique. Là, vous voyez, il y a juste de la terre, vous voyez, il n'y a rien qui pousse. Dans le cycle naturel de l'installation de la végétation, vous allez avoir des algues microscopiques, des bactéries, tout ça. Ensuite, vous allez avoir des mousses, des lichens qui vont commencer à faire du sol. Après, vous aurez les graminées, donc c'est toutes les herbes, graminées, qui vivent à peu près 1 an, des fois 2 ans. Et après, vous allez avoir les premières plantes ligneuses. Ligneuses, ça veut dire... Bon, qui sont un petit peu solides, quoi, hein, qui font de la lignine. Voilà. Et donc la ronce, c'est une des premières à s'installer. Et une fois qu'elle est installée, alors, elle aime bien se mettre en bordure de bois, elle aime pas trop être à l'ombre. Elle est géniale parce que c'est une grosse pourvoyeuse d'humus. C'est-à-dire qu'elle va, en faisant tomber ses feuilles, etc., elle va fabriquer du sol. Et puis ce qui est assez génial aussi, c'est que, bon, vous voyez, quand il y a un gros roncier de 2 mètres de haut, 3 mètres de haut, on n'a pas envie d'aller dedans. Il n'y a que les oiseaux qui vont manger les baies et qui font des petits cadeaux au passage. Donc les graines tombent dans le roncier. Et vous avez comme ça, alors on appelle ça le berceau de la forêt. Parce que les oiseaux viennent déposer leurs offrandes et puis les arbres vont commencer à germer, à se développer dans le roncier. Mais ils sont à l'abri des dents, des chevreuils, etc. Donc ça permet à plein d'arbres de commencer à pousser dans le roncier. Donc moi je dis toujours, si vous avez une partie dans votre jardin où vous pouvez laisser s'exprimer la ronce, c'est formidable. Et là on peut, ouais, mais non, mais ça progresse et tout. Alors, super technique, ouais ça pique. Alors je disais, plus vous allez la couper, plus elle va être épineuse.
En fait, vous n'aurez jamais le dessus, sauf si vous y allez avec comment ça s'appelle, un tractopelle et que vous déracinez tout, et ce serait bien dommage. Alors, quand elle commence à pousser au printemps, et qu'elle fait un peu comme les turions de l'asperge, vous voyez, quand ça fait des grandes pousses un peu blanches, ça c'est délicieux d'ailleurs à manger comme des asperges, soit dit en passant. Vous la prenez en fait et vous la tissez. Donc vous mettez des gants évidemment, et vous faites repartir la ronce dans son bosquet. Parce que la ronce, ça va chercher à se marcoter, c'est-à-dire qu'elle va chercher à aller au sol, faire des nouvelles racines et repartir comme ça. Donc n'essayez pas de lutter contre elle, et vous la tissez, vous remettez ça dans le bosquet, et vous la contenez comme ça. Donc ça c'est l'aspect écologique, donc elle fait du sol, elle permet aux arbres de s'implanter. Comme il y a des baies formidables, elle donne à manger à toutes sortes d'oiseaux, enfin c'est nourricier, c'est incroyable. Et puis pour nous, c'est vraiment une plante médicinale incroyable. Alors, déjà, les jeunes pousses, je vous disais, ça peut être mangé comme des asperges, c'est délicieux. Juste tu bois à l'eau. Les jeunes pousses, comme ça? Tu peux les faire comme les asperges aussi, tu peux les faire blanchir, mais tu peux aussi les manger comme ça. Ça dépend de ta tolérance. Hein? Ah ouais, sur le bout. Ah oui, c'est vraiment tout blanc, tout tendre. Ouais. Les jeunes pousses aussi, les jeunes bourgeons de l'année. Dès que vous avez un petit problème aphte, gingivite, tout ce qui est dérangement dans la bouche, en fait, c'est très riche en tanins. Les tanins, vous voyez ce que c'est? Tout le monde boit du vin, hein? C'est astringent. D'ailleurs, les enfants, quand ils allaient à l'école par les chemins creux, il y a longtemps, ils s'y trompaient pas, hein? Ils aimaient bien chiquer tous ces petites jeunes pousses là, se mettre ça dans la bouche. Au bout d'un moment, ça anesthésie aussi un peu, c'est rigolo. Mais bon, si vous avez des aphtes et que vous avez rien d'autre sous la main, c'est assez génial. Puis après, bon, ça a plein de vertus, hein, sels minéraux, oligo-éléments, vitamines, c'est anti-inflammatoire, antioxydant, on pourrait en parler aussi pendant des heures. Les jeunes pousses, les feuilles succédanées de thé, on appelait ça le thé des Allemands. Donc facile à faire sécher et ça a vraiment un goût très intéressant en plus. Vous pouvez faire du thé avec. Comme c'est riche en tanins, en plus c'est super intéressant pour tout ce qui est problème de diarrhée ou de problème circulatoire, c'est vasoconstricteur. Donc c'est assez intéressant. Les fruits, je vous les présente plus, hein. Voilà. Et la ronce sauvage, c'est quand même bien meilleur que les ronces cultivées. J'en fais pousser plein des ronces cultivées différentes, c'est chouette, il n'y a pas d'épines. Mais franchement, niveau goût, voilà, ça vaut le coup de se piquer, on sait pourquoi on y va. Hein. Voilà. Bon, on pourrait vraiment en parler pendant très longtemps. Les usages paysans, on enlevait les épines et on faisait des éclisses de ronces. Ça, pour la vannerie, c'est une super base. Voilà. J'avais lu qu'il y avait des hormones de croissance. Tout à fait, les jeunes pousses dont on parlait. Ouais, tu peux faire de l'hormone de bouturage naturel comme le saule avec ces jeunes pousses là. Bah oui, c'est plein d'oxyne là au printemps, ça. C'est bien fort la ronce. On voit bien que c'est une plante vigoureuse, donc on récupère ces jeunes pousses, on les hache, on les met dans de l'eau 24 heures, comme le saule. Et c'est une hormone de bouturage naturel. Plutôt que d'aller dans les jardineries acheter de l'hormone de bouturage douteuse, hein, j'ai envie de dire, il y a tout ce qu'il faut dans la nature. Il faut juste avoir l'info. Ok. De l'alcool dans lequel on met des tiges de ronces. Moi je l'ai pas vu, je l'ai bu. On appelle ça l'épine. Oui, l'épine, c'est ça. L'aubépine, je vous en parlais tout à l'heure en disant que c'était un arbre qu'on plantait. Oui, des senelles. Des senelles, les fruits de l'aubépine, ouais. Donc je vous disais que c'était un arbre qui peut vivre très longtemps, avec une croissance très lente, un bois très dur, qui est d'ailleurs assez plébiscité pour tout ce qui est menuiserie. Donc ça c'est un arbre dans la croyance populaire qui fleurit au mois de mai. Je pense que vous avez tous vu, il y a les pruneliers là qui sortent, on est content à la sortie de l'hiver quand on commence à avoir de la lumière sur ces fleurs blanches là. Et puis on a l'aubépine qui arrive. Alors avant c'était vers le 1er mai, là, avec le réchauffement climatique, en 10 ans là c'est plus avril. Puis il y a vraiment ce parfum entêtant, hein. On aime, on n'aime pas, des fois on aime puis après on n'aime plus. Enfin, c'est l'aubépine qui fait cette floraison assez rapide. Alors c'est une super plante médicinale aussi. Moi j'adore la cueillir, donc ces inflorescences, ces fleurs à faire sécher. Donc elle agit vraiment sur tout ce qui est cardiaque. Et on fait des super tisanes avec, ça parfume beaucoup. Très sympa. Il ne faut pas utiliser les plantes sans avis médical, sans déjà un diagnostic fait par un médecin, blablabla. Et si on parle des conseils paysans aux médecins, souvent il n'y connaît rien. Et inversement, je veux dire, chacun son métier, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler ensemble, mais ça c'est pas gagné. Bon, revenons à nos épines. Ouais, ça se sèche très bien. C'est très entêtant par contre comme parfum. Ouais.
Alors c'est un arbre qui a une symbolique un petit peu... il y a un peu tout et son contraire, tout simplement parce que pour certaines personnes, l'odeur de la fleur rappellerait une partie de l'anatomie féminine très convoitée de tout temps. Donc un arbre impudique, absolument... voilà, mais en même temps c'est un arbre qui arrive vers le 1er mai, donc le 1er mai dans le calendrier agricole c'était hyper important, quoi. On allait vraiment vers les beaux jours. Mais les senelles, donc les fruits que vous voyez là qui sont bientôt... Oh bah ça y est, hein. Ils sont bientôt mûrs, bientôt, très très riches en vitamine C. Donc alors ça se fait sécher aussi, et moi je mets ça dans les tisanes. Voilà, après... Bah, bon, ça c'est encore un autre sujet, hein, mais faut pas mélanger avec des... Comme c'est une baie, il faut la faire en décoction, donc il faut vraiment la faire longtemps, donc c'est pas à mélanger avec des tisanes où il y a des fleurs ou des feuilles. Par contre, si vous voulez la consommer hyper facilement, moi je la mets souvent dans mon jus de pomme. J'en mets une dizaine ou une quinzaine dans le jus de pomme, je mets ça à tremper pendant une journée ou deux, et comme ça toute la vitamine C va dedans. Enfin peut-être pas toute, mais ça enrichit en vitamine C le jus de pomme. Donc les oiseaux en raffolent. Bon, je la coupe, je l'écrase légèrement, et puis je fais la même chose avec les cynorhodons, donc les gratte-culs. Je m'embête pas. Et soit dit en passant, tous les fruits de tous les rosiers sont consommables. Hein. Même le rosier anglais, celui-là je l'aime beaucoup aussi, mais même s'il a un peu perdu ses feuilles là. Un peu sécos. Mais bon, on le reconnaît, au moins on voit bien son bois. Bon, un arbre incontournable de la Bretagne, un de plus, hein. Genre, chaque fois je dis ça, mais bon. Ouais, un sureau. Alors c'est vrai qu'il a perdu ses feuilles, mais au moins on voit bien sa forme et on voit son bois qui est vraiment unique. Alors, Sambucus nigra, son nom latin, ça vient de sambouquet qui veut dire flûte. C'est vrai que c'est un arbre où on a fait on jouait beaucoup, on faisait beaucoup d'instruments avec son bois, puisqu'il est creux à l'intérieur, vous avez déjà vu, il y a une espèce de moelle, hein, donc on peut jouer avec, le vider. C'est un super nichouet. D'accord ? Des sifflets. Oui, des sifflets, tout à fait. Bah oui. Tout à fait. Alors c'est un arbre qui aime bien avoir les pieds dans l'humidité plutôt, et qui est nitrophile, donc qui aime vraiment les endroits où il y a de l'azote. Donc il se mettait souvent à côté des maisons, là où on mettait le fumier, voilà, un peu comme l'ortie, je pense qu'on va en voir. L'ortie ne doit jamais être loin, elle est au pied, voilà. Ortie, sureau, c'est vraiment, ils sont à côté des maisons, ils sont les pieds dans le caca, quoi. Ils aiment bien ça, hein, vraiment. Bon, tout le monde a déjà goûté, j'imagine, enfin vu ou senti les fleurs au printemps qui embaument. On appelle ça la vanille du pauvre, on fait des beignets, du vin, du champagne, on peut faire énormément de choses, ça se fait sécher très facilement aussi. Et donc c'est une super plante médicinale, moi je l'utilise chaque année, elle est sudorifique, c'est-à-dire qu'elle va provoquer la sudation. Donc dès qu'on commence à sentir un refroidissement, un rhume, moi je fais tisane enfant, tout le monde y passe. C'est vraiment une super médicinale, c'est expectorant aussi, donc ça va aider à sortir ce qu'il faut sortir. Donc c'est vraiment la fleur qui est intéressante, ainsi que les baies, donc qui sont toxiques quand elles sont crues, mais dès qu'on les chauffe, elles sont délicieuses à mettre en gelée, en confiture, seule ou accompagnée. Voilà. Et donc c'est un super arbre pour la biodiversité. Alors il y a un sureau qui s'appelle le sureau yèble, qui est une herbacée, mais on n'en a pas en Bretagne, à moins que ce soit un sureau décoratif importé, mais non, il n'y a pas de confusion possible. Il y a toujours un risque, il faut toujours être humble, mais le sureau, bon, il a vraiment cette écorce très particulière. L'intérieur est cassant avec de la moelle, et puis cette odeur aussi, hein, qui bon. Alors lui c'est pareil, alors Judas se serait pendu à un sureau. Il est fort ce Judas, ouais. C'est pour ça qu'il a dû survivre, c'était un acte manqué. Hein. Alors c'est un arbre qui est considéré, pareil, tradition païenne, puis chrétienne, voilà, tout ça mélangé. Donc il est bénéfique à l'extérieur de la maison et maléfique à l'intérieur. Alors je vous propose d'aller juste voir le début du chemin, parce que vu l'heure on ne va pas aller trop loin, juste vous montrer le début de ce chemin, et puis si vous avez l'occasion c'est de revenir visiter. Là on a des arbres, alors on est dans une zone un petit peu humide, donc on a des plantes et des arbres qui aiment l'eau. Donc on avait le sureau, effectivement, hein, je vous disais qu'il aime bien avoir les pieds dans l'eau. Et là vous avez des frênes, vous voyez, on les reconnaît vraiment avec ce feuillage découpé, aérien, les folioles sont très découpées. Bon, généralement quand vous voyez du frêne, c'est qu'il y a de l'eau pas loin. C'est un arbre qui vous dit il aime l'eau, il a besoin d'eau.
C'est un arbre qui pousse assez vite, qui vit pas très longtemps, 300 ans. Il en bave un peu avec le réchauffement climatique. Alors c'est un peu un pressé lui, enfin, il aime bien débourrer. Débourrer, c'est faire ses premières feuilles au printemps. Donc là, quand il se prend des gelées, il y a eu des gelées tardives depuis plusieurs années. Bon, il souffre un petit peu, et c'est un arbre qui est très gourmand en eau. Donc tant qu'il y a de l'eau, il va se gaver. Et puis après, s'il y a une sécheresse, si j'avais su, j'aurais été plus doucement. Et c'est pour ça qu'il y a des frênes qui galèrent un petit peu. Puis après, il y a beaucoup de maladies en ce moment, notamment la cale à rose. Les frênes, sont un petit peu menacés, comme la plupart de nos arbres connus en Bretagne. Donc c'est un arbre qui était beaucoup utilisé par la paysannerie aussi. Il fait un bois blanc, très dur, il pousse vite. Donc c'est super pour faire des perches, des manches d'outils aussi. Ce que je vous disais, c'est un arbre qui se prête très très bien à l'étêtage, au trognage. Et beaucoup d'agriculteurs qui sont visionnaires, des éleveurs, en remettent dans leur haie et font de la trogne pour récupérer le feuillage. Ça, les bestiaux adorent ça. Même les caprins en ont vraiment besoin pour leur développement. Et c'est super chouette. Là, j'étais encore dans une ferme en Ariège. On touche à peine le bruit des feuilles, qu'il y a tout le troupeau qui arrive. Elles savent que c'est bon pour elles. Fraxinus excelsior. Donc vraiment un super arbre, plein d'usages aussi, notamment la freinette, je ne sais pas si vous connaissez, quand on incise, il y a une manne qui coule et on peut faire des petits vins, un peu comme le sureau, des pétillants très sympas, qu'on servait beaucoup à boire dans le temps. Dans le temps, il y avait plein de boissons. Ça, c'est pareil, c'est une biodiversité qui s'est perdue. Mais dans le temps, il y avait plein de boissons pétillantes, plein de choses. Le bouleau, dernière semaine de février, 2-3 premières semaines de mars, quand il y a la montée de la sève brute. Effectivement, là, on prélève de la sève. Depuis la nuit des temps, on fait ça. Moi, je fais ça depuis 15 ans aussi. Alors, c'est vraiment la sève brute, c'est-à-dire que l'arbre, avant de commencer à débourrer, donc à faire ses jeunes feuilles, va tirer, il se remet ses branle-bas de combat, donc il va tirer dans la terre les oligo-éléments, les sels minéraux. Il se gave. La sève brute monte et on peut la prélever tant que la photosynthèse ne commence pas. Là, ça se transforme en sève élaborée qui redescend. Et là, c'est plus du tout pareil à boire. Et qu'est-ce que ça nous apporte? C'est diurétique, dépuratif. Ça nettoie et en même temps, ça redonne la pêche, ça reminéralise les vitamines, tout. Et c'est génial parce que, comme toujours, la nature est bien faite. C'est à la sortie de l'hiver, quand on est encrassé. Et donc, on nettoie. Et on repart. De celui-là, oui. Là, c'est Parc Noyer. C'est une très belle parcelle qui a un très beau bocage. Et sur le point haut, mais je ne dirai pas plus, il y a un dolmen. Mais c'était juste pour vous montrer l'entrée de ce chemin creux. Et effectivement, il y a un moment où, si on regarde bien au sol, on voit les traces des charrettes dans la pierre, quoi. Toute une série de trognes magnifiques, dont une trogne qui a un tronc complètement creux. Alors, petit aparté, un arbre qui est creux n'est pas un arbre qui est en train de mourir. En fait, la sève circule sur l'extérieur du tronc. Et naturellement, l'intérieur du tronc, c'est ce qu'on appelle le duramen, c'est le bois mort. Un arbre pousse par l'extérieur. À l'intérieur, c'est mort. Donc effectivement, quand on va couper régulièrement, on fait des petites plaies qui sont autant de zones d'entrée d'eau, de pathogènes, donc de champignons, de petites bestioles, d'exilophages, des insectes qui vont venir manger tout ça. Et ça accélère ce côté creux de l'arbre. Mais un arbre creux n'est pas un arbre mort. Un arbre creux peut vivre des milliers d'années en fait. Voilà, j'allais parler du sang de trogne. Effectivement, à l'intérieur, si vous voyez un arbre creux, n'hésitez pas à mettre la main dedans. Vous allez trouver le meilleur terreau du monde. C'est noir, ça sent bon. Et dans le temps, on utilisait ce terreau, alors on appelle ça le pourrier en Bretagne. Enfin, il y a plein de noms différents en France. Mais c'est du terreau déjà calibré, magnifique. Donc on s'en servait pour faire les semis. Et il y a tout un microcosme et un macrocosme. Dans les trognes, vous avez beaucoup plus de biodiversité que dans des arbres qui sont en forme libre. Parce qu'il y a des trous, des aspérités, donc il y a plein d'insectes qui vont se mettre dedans, plein d'oiseaux. Enfin, c'est vraiment d'où l'importance de les sauvegarder en ville comme à la campagne et d'en faire des nouvelles pour les nouvelles générations. Et dans nos jardins, il faudrait faire ça aussi, tu penses? Ouais. Moi j'en ferai partout, surtout sur les petits jardins où il n'y a pas beaucoup de place. C'est une alternative à avoir des arbres dans des volumes où c'est pas trop grand, quoi. Et plutôt que d'abattre un arbre qui prendrait trop de place ou qui gêne le voisin, parce que notre rapport à l'arbre s'est beaucoup modifié ces dernières années.
L'arbre, on le connaît plus, on en a peur, ça salit, ça fait des feuilles, ça tombe, c'est dangereux. Ils étaient là avant, hein, ça fait plus de 350 millions d'années qu'ils sont là. Hein, D'ailleurs, derrière, vous avez un magnifique châtaignier avec sa forme naturelle. Alors là, on est vraiment sur une forme naturelle, ça fait vraiment il est beau ce châtaignier. Forme libre, forme en pyramide, là, il est... Bon, alors les châtaigniers, ils ont été introduits par les Romains. Donc ils viennent de Thessalie, enfin de Grèce. Ils ont été introduits par les Romains donc, au début de notre ère, pour les châtaignes, mais aussi pour le bois, qui est un bois multi-usage. À part pour le feu, hein, enfin pour le chauffage, parce que ça pète vraiment, c'est un mauvais bois de chauffe. Ça claque, ouais. Mais c'est un bois qui est considéré comme imputrescible, donc on peut faire tellement de choses avec. Puis en Bretagne, les sabots. Vous parlez de châtaignier. Châtaignier. J'en ai un qui a pourri, moi, enfin tout terminé. Ils sont très malades. On est en train de perdre tous nos châtaigniers en Bretagne. Voilà. C'est une catastrophe. Ouais. Et ils sont malades, qu'est-ce qui se passe? Ils ont beaucoup le chancre et l'encre. Et puis le réchauffement climatique, là, et puis tout le massacre des sols. Enfin voilà, c'est une conjonction de plein de choses, les sécheresses. C'est quoi l'encre? L'encre, c'est une maladie cryptogamique, c'est un champignon en fait. Et tu vois, ça. Il fait des taches noires. Des taches noires, ouais. Ah, il n'y avait pas ça sur les pommiers, les poiriers aussi? Ah oui, c'est juste que quand ça commence à attaquer un châtaignier, il est foutu quoi. Et les châtaigniers, on voit vraiment des descentes de cimes là, on commence à regarder ça aussi. Moi, je traversais la France pour aller en Ariège cet été. Les châtaigniers, châtaigniers, hêtres, ils sont en train de disparaître. Les chênes, ça galère, mais ils tiennent. Ils arrivent à se reproduire plus rapidement, à monter vers le nord. Les hêtres, ils sont condamnés aussi. Ça va être les premiers à disparaître, ouais. Parce que... Alors, si, il y a des choses, des méthodes de prophylaxie. C'est arrêter de labourer au pied, arrêter de mettre des pesticides, refaire du sol, des champignons, des mycorhizes. Voilà, mettre plus de biodiversité, les prédateurs. Souvent, les champignons sont introduits par des insectes. Plus d'oiseaux, enfin voilà. Pour finir sur le châtaignier, donc je disais, il a été introduit par les Romains. C'est un arbre providentiel, hein, parce que le bois, c'est formidable, multi-usage, ça pousse vite. Ça vit très longtemps, hein, ça peut vivre jusqu'à plus de 1000 ans. Ça, c'est un arbre qui, naturellement, a tendance à avoir un tronc creux, qu'il soit conduit en trogne ou pas. D'ailleurs, les apiculteurs mettent souvent leurs ruches, mettaient leurs ruches dans les troncs creux. Et c'est un arbre qui était assez génial pour les paysans, parce que les châtaignes, on pouvait les stocker. Et en fait, voilà, c'était la garantie de ne pas avoir de famine et de s'en sortir. Ça a été vraiment une grosse économie en Bretagne jusqu'au 16e, 17e, surtout au pays de Redon et tout ça. La Bretagne exportait vers le nord ses châtaignes, hein, c'était... Et en fait, ce qui a fait disparaître cette culture, c'est l'arrivée de la pomme de terre, qui a fait concurrence. Voilà. Un peu comme le chêne, hein, en fait. Hein, avant, on en plantait énormément, et c'est l'arrivée de la pomme de terre qui a provoqué le déclin, parce que, au lieu de donner des glands aux cochons, on donnait les épluchures de pommes de terre. Et comme les glands servent à faire un succès d'année de café aussi, il y a le café qui arrivait à peu près en même temps que la pomme de terre, donc on a arrêté de planter des chênes, quoi. En fait, le problème il faut beaucoup laver. Enfin, il faut faire bouillir, enlever l'eau, et parce que c'est très riche en tanins. Donc il faut faire 2-3 fois. Il y a des jolis murets aussi qui sont bien mis en évidence. Et puis à un moment sur la droite, il y a une petite bifurcation avec. Vous avez donc ce chemin-là qui est assez large. Et le paysan ou les paysans qui ont fait ça étaient des orfèvres du mur de pierre sèche. Et je pense qu'il y a des gens qui entretiennent très bien là-bas. C'est des mètres cubes et des mètres cubes de pierre. Et d'ailleurs, là, tout du long, ça disparaît un peu sous la végétation, mais il y a des carrières partout. Quand on commence à avoir l'œil aussi, on voit qu'il y a des carrières un petit peu partout. On se dit, oui, il a bien fallu construire cette ferme. Le trou qu'il y a là-bas, justement près de la rivière, c'est ça? On va y aller. Ouais. Justement, on se demandait... Mais ça, c'est une plante pareille. Hein, moi, si je devais en garder que deux, ce serait l'ortie et la ronce. En fait, il faut la prendre par-dessous parce que quand tu regardes les piquants... Les poils, là, ouais. Donc les piquants, là ils ont dû être fauchés, je pense. Ah oui, parce que les piquants, ils sont sur la feuille ou sur la tige? Ils sont sur la tige, mais aussi sur la feuille. Et tout ça, c'est des petits ardillons de silice qui sont montés sur ressort aussi avec une petite poche d'acide formique. Et après, je sais qu'il y en a qui font des petites boules qui la mangent crue. Moi, je suis pas assez... non. Donc tout le monde connaît l'ortie, hein, voilà, c'est pareil. Donc je vous disais, elle adore tout ce qui est nitrate. Donc elle pousse bien dans les coins où on met le compost dans le jardin. Eh oui, elle indique ça. Et, dans les prairies aussi, vous en voyez au milieu des prairies des fois quand il y a des outils anciens en fer qui ont été abandonnés. Elle aime bien aussi tout ce qui est fer. Ouais. Donc ça, évidemment, super plante, hein, médicinale.
qui va soigner énormément de choses. Elle est très très riche en sels minéraux, en oligo-éléments, donc elle est dépurative. Donc pareil, elle vient nettoyer, puis après elle vient reconstituer l'organisme. Donc super pour tout ce qui est prostate, soins des cheveux, des ongles, très riche en silice. Nous on est très très carencés en silice. Alors attention, il y a un monsieur qui... Anti-rhumatismal, parce qu'elle est riche en silice entre autres. Donc utilisée dans le fourrage aussi, galactogène. Alors dans le temps, en médicinal, on utilisait, on fouettait les parties qui faisaient un petit peu mal dans le corps. Ou oui, c'est efficace. On sent plus rien après. Ah oui, c'est vrai, ça sent vraiment l'agrume. Ça c'est la grande berce. La grande berce, donc là c'était juste les... Là vous en avez les tiges là. Avec ce petit côté agrume, je sais pas qui veut sentir. On peut faire quoi avec? Alors jeunes pousses, les pétioles, les jeunes pousses très bonnes en cru, en salade, en vapeur. J'aime bien les semences qui ont ce goût d'agrume qui est sympa. Elle est un petit peu fermentée, donc on sent un petit peu les ferments derrière. Mais le goût agrume. Ces plantes-là. Oui, et après vous pouvez les laisser venir dans votre jardin et après vous avez tout le temps à manger. Des légumes. Mais il y a tout à manger sur cette plante. Comme ça, là, là tu peux si tu veux, mais c'est surtout la jeune pousse en fait, les jeunes pousses et les jeunes. Ouais, c'est fort, c'est amer. C'est fort. c'est un mélange citronné. Ouais. Et c'est la famille des apiacées, ex-apiacées, ex-ombellifères. Je sens rien de spécial. Mais Vous avez peut-être pas essayé dans la d'écraser. bouche, tu vas sentir. Ça y est, écraser oui. fort, Ça y est, oui. Faut écraser, ouais. Et en fait, dans cette famille des carottes, il y a plein de plantes qui ont des goûts qui tirent sur l'agrume. La carotte sauvage, l'angélique des bois. Le problème, c'est qu'il y en a plein qui sentent très bon, mais qui sont mortels. Donc, moi, je fais jamais goûter en sortie. C'est vraiment une famille que je... Voilà. Je ne prends que celle dont je suis sûre. Alors là, vous avez les nombrils de Vénus. Ah oui, c'est beau ça. Comme pousse musique. Alors ça, c'est super parce que ça pousse bien l'hiver, quand il n'y a plus rien à manger. Alors l'hiver, quand il n'y a plus rien à manger, il y a deux plantes sauvages qui restent. Hop, le polypode. Le polypode qui est une fougère et le nombril de Vénus. Voilà. Donc le nombril de Vénus, vous en voyez souvent dans les murs en pierre sèche. Hein, l'hiver, là, quand il n'y a rien à manger, quand il n'y a pas de salade, vous pouvez vous régaler avec cette plante qui est un peu succulente. Délicieuse. Ça c'est pareil, c'est une plante emblématique de la Bretagne. Vous pouvez vous amuser à décoller, je ne vais pas le faire parce que ça m'énerve à chaque fois, mais vous pouvez à décoller la petite pellicule blanche. Voilà, et donc ça on s'en servait, donc c'est riche en mucilage. Mucilage, ça ressemble à mucus, donc ça glisse un peu, donc ça aide. Tout ce qui est expectorant aussi, c'est anti-inflammatoire. C'est vulnéraire, c'est-à-dire que ça va aider à la cicatrisation aussi. En fait, on s'en servait pour, les paysans s'en servaient pour les petits bobos, les petites coupures, faire mûrir les panaris. C'était la plante qui servait à plein de choses. Ah, il fait bon un peu. Bon. Alors le polypode, c'est une fougère. J'ai pas envie de la déterrer, mais en fait, elle a des rhizomes. Vous voyez ce que c'est? C'est les racines comme ça. Et les rhizomes, une fois qu'on a gratté les écailles, bon, voilà, j'ai pas envie de l'embêter parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Si on regarde un peu les rhizomes, là on les voit. Ils ont des écailles. Donc on gratte un peu les écailles et les rhizomes, on peut faire un lait végétal par exemple, on peut faire infuser, c'est un goût de réglisse. Mais c'est dépuratif aussi, c'est comme la réglisse, hein, c'est... On l'a bien entendu. Eh ben je l'ai fait se mouiller. Ouais, tout à fait. Alors là il faut prendre un jeune bois de 3 ans qui fait un V naturellement comme ça et après on va chercher la source. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un arbrisseau providentiel qui a été planté, qui était le noisetier ou coudrier. Ouais. Ça c'était vraiment un symbole de, comment dire, pas de fertilité mais de réussite. Enfin, quand le paysan qui avait un noisetier chez lui, c'était sûr qu'il y avait de l'eau en dessous. Pareil, c'est un arbrisseau qui aime l'eau. Donc ça voulait dire que il avait de l'eau, symbole de richesse, et qu'il avait aussi la possibilité d'avoir des noisettes
autre symbole de richesse. Parce qu'on peut toujours mettre sa famille à l'abri du besoin quand on a des noisettes. Et c'est comme les châtaignes, on peut les conserver. Donc, on ne s'en servait pas pour faire du commerce, la châtaigne. Hein. La noisette, on la gardait vraiment pour se nourrir pendant l'hiver. Bon, en plus, c'est super bon pour la santé, hein. C'est riche en oméga 3, en plein de bonnes petites choses reminéralisantes, etc. Et du coup, ça a donné lieu à plein de petites expressions. En Bretagne, on disait souvent qu'on partait cueillir les noisettes à 2 et qu'on revenait à 3. Voilà. Et perdre sa noisette, ça voulait dire perdre sa virginité. C'est un arbre symbole vraiment de fécondité aussi. Voilà. Et comme le tilleul, et comme beaucoup d'arbres, en fait, la jeune feuille toute tendre du printemps est très bonne à manger. Ouais, toute jeune, toute crue, là, toute... Voilà. Et puis après, bon, bah, les bois, vous voyez bien quand ça fait... bon, là, on n'en a pas un entier, mais ça fait des grands rejets tout droit. Bon, bah, c'est tout prêt à l'usage hein, pour faire plein de choses. Ça peut être des petites barrières, si c'est durci au feu. S'il vient tout seul, il va choisir une parcelle qui est plutôt ombragée, fraîche. On dit un sol profond, frais, humide, quoi. Parce que j'en ai un là, moi, qui est en train de prendre tout le passiflore et il a vraiment pas de soleil. Faudrait que je le déplace, non? Bah non, il aime bien être à l'ombre. Ah ouais, donc je le laisse là. Bah ouais. Parce que là, tu vois, on voit quasiment pas. Après, ça dépend si ton passiflore il est ornemental. Ouais. Et ton noisetier, il risque plutôt de te donner à manger. Donc après, c'est toi qui vois la priorité. Oui, on va aller par là, mais juste pour vous dire, bah là, vous êtes vraiment sur des fronts de taille de carrière. On parlait des carrières. Ah bah voilà, qui malheureusement, avant, dès qu'il y avait un trou, hein, donc un marais, une zone humide, on mettait les déchets. Hein, ça, c'est des... Alors c'est pour ça que... Bon là, c'est en eau tout l'hiver. Voilà. Donc il n'y a pas n'importe. Mais tout ça, c'était des décharges avant. Hein. Là, c'était des décharges. Ah ouais, ouais. Oh bah les carrières, ça a servi de... Donc, alors, si vous continuez par là, vous avez encore tout un réseau de chemins creux magnifiques avec des arbres têtards incroyables. Là, il y a aussi des châtaigniers qui sont conduits en têtard, il y a des frênes. Voilà, et en fait, il y a un petit ruisseau là, juste pour l'aspect patrimoine. Il y avait un moulin. Il y avait des moulins en fait tous les kilomètres sur ce petit cours d'eau qui dépendait de la paroisse d'Hennebon. Ouais, jusque là, ouais. Et donc il y avait vraiment, il fallait absolument des moulins, hein, ça faisait partie de la vie paysanne hein, pour plein de raisons. Je vous invite à revenir, hein, mais là où il y a les enfants, il y a une grosse vanne et cette sorte d'écluse, de vanne, permettait de réguler les crues pour pas inonder Riantec. Voilà. Et ça, maintenant, c'est plus utilisé. Non. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir, surtout en hiver, c'est que tout est construit. C'est en train de disparaître aussi, mais toutes les berges du ruisseau, il y a tout un travail de pierre de taille. Enfin, tout est, c'est un boulot de dingue. Hein. Alors juste là, vous voyez, il y a des hêtres. On reconnaît souvent le hêtre à son écorce plissée comme ça. Et elle fait des lentilles. J'appelle ça me fait penser à des pattes d'éléphant des fois. Et c'est comme ça qu'on reconnaît le hêtre. Et puis on le reconnaît aussi. Bon là, il est en feuille, mais il a des bourgeons pointus qui sont opposés comme ça. Tac, 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 tac. Ça c'est pareil, bon, je vous disais là c'est un arbre qui malheureusement a du mal à s'adapter au réchauffement climatique, ça va trop vite pour lui. Donc petit à petit il va disparaître, il va survivre dans des petits vallons comme ici qui sont frais et ombragés. Mais malheureusement, il est un peu condamné alors que c'est un arbre qui a toujours existé en Bretagne. Et on l'utilisait énormément, son fruit, donc la faine, hein, ça fructifie vraiment tous les 4 à 6 ans, donc c'est pas toujours. Et les faines, oui, vous envoyez par terre effectivement. Donc la graine, elle est hyper intéressante parce qu'elle est très riche en oméga 3. Alors par contre, il ne faut pas la manger trop crue, c'est mieux de la torréfier parce que sinon, de toute façon, vos intestins vont vous le faire savoir tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que son huile ne rancit pas. Elle fait une huile qui ne rancit pas. Donc ça servait beaucoup pour s'éclairer, mais aussi pour manger, quoi. Voilà. Et c'est pareil, c'est un arbre providentiel hein, parce que le hêtre pousse assez rapidement. Donc dans les forêts, s'il n'est pas trop exploité, il arrive à pousser très très droit, très vite. Et c'est un bois formidable, un bois de chauffage, un bois pour l'outillage, enfin multi-usage. Et les sabots notamment, on a un super sabotier à Camors. C'était du hêtre qu'on peut manger là. Voilà. Et donc c'est comme une noix, c'est comme une noisette. Il y a une petite, oui, il y a une mini châtaigne à l'intérieur. Il ne faut pas trop manger ça. Faut pas trop en manger, ça colle là direct. Quoi ? Faut la torréfier. Merci. Alors, je vous invite à regarder les touffes d'herbacées qui sont en contrebas, là. Ça s'appelle la Molinie. La Molinie bleue.
Donc là, c'est complètement abandonné, mais il faut imaginer, pareil, au Moyen-Âge, et même il n'y a encore pas si longtemps, que tout était utilisé par le paysan. Et dans cette zone-là, bon, c'était les zones humides, souvent les paysans laissaient tranquilles, mais ils allaient quand même faucher cette herbe qui s'appelle la Molinie bleue. Tout simplement parce qu'elle est super pour faire des paillasses, des couches, des couettes, parce qu'elle est riche en acide cyanhydrique, et du coup, il n'y a aucun parasite qui se mette dedans. Donc là, ça fait les touffes, ça s'appelle des touradons. Si ça fait des grosses touffes comme ça, c'est parce que c'est dans l'eau, et que là, maintenant qu'elles sont plus fauchées ou plus broutées, en fait, la matière organique s'accumule, et puis ça permet aussi de remonter, de ne pas se noyer. Et le chêne, alors c'est pareil, on le reconnaît, le chêne pendant 20 à 30 ans, c'est un petit peu comme le châtaignier, il va avoir une écorce très très lisse, grise, très lisse. Et puis à partir de 20-30 ans, il va commencer à se craqueler comme ça, il va faire une écorce beaucoup plus sombre. Très craquelée, très profonde pour le chêne. Pour le châtaignier, ça va être, il va se plisser et il va commencer à se tordre. Vous voyez, les vieux châtaigniers, ils s'enroulent sur eux-mêmes. Alors ma question, c'était que je me pose à moi-même, il faut que je vérifie, c'est est-ce que ça s'enroule dextrogir dans l'hémisphère nord et sénestrogir dans l'hémisphère sud? Tous les arbres qui sont patronniers, enfin je peux dire ça aussi. Ouais. Et ben ils ont moins de 70 ans quoi. C'est après les années 50. Ouais, voilà, ça c'est de la forêt très récente. Okay. Après, il y a peut-être un paysan qui a fait un peu de résistance parce qu'il avait l'habitude. Il faudra venir en hiver, je ferai des sorties sur les arbres quand il y a pas de feuilles. Parce que là, justement, les trognes, les arbres, on peut voir vraiment l'architecture. Moi, je dis, ça s'appelle ça de l'archéologie de l'arbre. On peut vraiment deviner comment le paysan a coupé l'arbre et on peut deviner des fois les usages qu'il en a fait. Et ça, c'est très émouvant aussi. Vous voyez, je vous parlais de l'évolution de l'écorce du châtaignier. Passé 20-30 ans, il va commencer à se fissurer comme ça et il commence à s'enrouler sur lui-même. Ça, c'est un exemple parfait. Donc les très très vieux châtaigniers, vous les voyez, vraiment ils tournent. Tout à fait, ça y est, on arrive à la chapelle. Ah mais c'est un lieu qui est magique. On sent bien qu'il est fréquenté et qu'il se passe des choses depuis très très longtemps. Il fait vraiment ce qu'on appelle des réitérations. C'est comme si le tronc du milieu, là, c'était un arbre à part entière qui... Incroyable. Donc ça, c'est une chapelle qui est assez récente. Je crois qu'elle a été consacrée en 1884. Donc chapelle Locquejean, donc Saint-Jean le Baptiste. Et en fait, là, vous allez voir sur la fontaine, on voit Saint-Jean le Baptiste qui est en train de faire ses petites affaires. Et en fait, il a un kilt. Bon, là, on est sur un site qui était païen, qui a été occupé, mais bien longtemps avant d'être christianisé, parce que le promontoire, là, n'est pas naturel. Mais là, il y a une grosse empreinte celtique dans le coin. Il y a une croix celte, justement, sur une pierre de réemploi qui est sur la margelle, l'escalier à l'entrée. Vous allez voir, c'est une pierre monolithe magnifique. En fait, vous avez plusieurs sources, là, effectivement. Monolithe d'un seul tenant. Ouais. Souvent dans les fermes, tu as des auges monolithes. J'arrive plus. Monolithes, c'est des grosses auges en pierre qui sont d'un seul tenant, quoi. Une auge ou un abreuvoir monolithe. Ça. Et moi, je pense que c'est de la pierre de réemploi, celle qui est sur le dessus, tout ça d'un seul tenant quand même. Et pour finir sur les arbres, donc je pense que les arbres qui ont été plantés là, donc les hêtres, vous voyez, ils sont majestueux. Là, vous avez vraiment des hêtres. Ils sont sublimes. Je pense que c'est contemporain de la consécration et l'édification de la chapelle. 1887, je crois. Et là, on en voit un. Celui-là, il est plus petit que ses copains, en fait. Ma théorie, c'est qu'il a été blessé. Il a une blessure très, très ancienne. Et il a essayé de cicatriser. Il a dû être blessé très profondément. Et ça, c'est ce qu'on appelle un bourrelet de recouvrement. Alors, au sens strict, biologiquement parlant, un arbre ne cicatrise pas. C'est pas comme nous. Mais par contre, il va essayer de faire Là, si on met la main, en fait, on sent qu'il a essayé de recouvrir la plaie, mais que c'était trop profond pour y arriver totalement. Donc voilà. Et les tilleuls, c'est des arbres qui ont été énormément plantés en 1792. Cours d'école, c'est l'arbre de la liberté, l'arbre du peuple. C'est un arbre qui est formidable parce que c'est... Tout sert à quelque chose. Donc les jeunes feuilles en salade, c'est délicieux. Évidemment, les fleurs, vous connaissez, les bractées, donc qui permettent de faire des tisanes sédatives appréciées de tout le monde, des enfants. C'est vraiment un parfum incroyable. Les fruits, vous le torréfiez, vous le réduisez en poudre et ça fait un succès d'année de cacao.
Ah mais là on a tout pour faire des succès d'année de cacao, café, poivre, tout ce qui vient de loin, clou de girofle, là on a rencontré, enfin je me suis pas arrêtée sur toutes les plantes, hein, mais sur le clou de girofle on a la benoîte urbaine, les racines ont un goût vraiment de clou de girofle. C'est quoi la benoîte? Bah, c'est une plante qu'on a croisée dans le sous-bois, mais je m'arrête pas à tout parce que sinon... Oh, bah, on y passe la semaine. Donc voilà, quoi d'autre? L'aubier de tilleul aussi, qui est intéressant pour tout ce qui est cure de nettoyage. Et c'est là aussi que c'est intéressant de faire des trognes, parce qu'il y a beaucoup de tilleuls qui ont été tués parce qu'on prenait leur écorce. Mais si on le conduit en trogne, on peut faire donc de la trogne médicinale. Tu peux manger les feuilles, farine, avec les fruits, le bois est formidable. Et puis c'est un arbre symbole de l'amour. Eh ouais, parce que les feuilles sont en forme de cœur. En mélangeant avec une autre farine, on met ça dans les pains. C'est vraiment l'arbre qui empêchait la famine, quoi. C'est aussi pour ça qu'il a été planté largement. Et on les taille beaucoup en trogne, on en parlait tout à l'heure, hein, mais dans les cours d'école, sur les places de village, on les voit voilà, en tête de chat, tout à fait. Bah, c'est super, ça évite d'abattre l'arbre. C'est une solution douce, alternative. Ça peut vivre très 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 vieux un tilleul. Hein. Si vous voulez, on peut continuer parce qu'Opaline a repéré une trogne assez remarquable, paraît-il un petit peu plus bas. Alors, trogne ou pas trogne? Alors souvent, quand on fait une trogne, on coupe tout, mais souvent il laissait un tire-sève. Ah oui, elle est belle. Ah oui, elle est magnifique. En fait, le bois mort, malheureusement, on l'enlève souvent des jardins, parce qu'il faut faire des jardins propres. Et en fait, c'est problématique, parce que le bois mort, il est nécessaire au début de toute une chaîne alimentaire. Donc là, vous avez, ouais, c'est la phase ultime de la trogne. Hein, elle est magnifique. Ah, super, merci Opaline. Tu peux prendre un peu de terre dans tes mains? Alors vous savez que dans l'humus et dans le sol de la forêt, vous avez des molécules volatiles qui sont antidépresseurs, naturels. Ouais, quand tu marches en forêt, ouais. Quand il se met à pleuvoir et qu'il n'a pas plu depuis très longtemps, vous savez, il y a cette odeur particulière là, ça s'appelle le géosmine ou le pétrochore. Enfin, et c'est vraiment des molécules volatiles, uniques. Enfin, ça dure pas longtemps, c'est fugace comme odeur, hein, mais tous on aime bien ça. Tous. Enfin, je connais personne qui aime pas cette odeur. Quand il a plu récemment? Ouais, quand il vient de pleuvoir. Vraiment, ça dure pas longtemps cette odeur. Mais c'est pas pour rien qu'on aime tout ça, c'est parce que ça allume une case plaisir ancestral dans notre cerveau, quoi. C'est un peu, ouais, pour moi ça allume la même case que faire un feu de bois, manger, si vous mangez de la viande de temps en temps, moi ça m'arrive pas souvent, mais rousiquer un os là. Ou quand on mange des algues par exemple, je sais pas si vous connaissez la sensation d'umami, enfin, la saveur umami, vous connaissez? Les Occidentaux disent qu'ils ont découvert ça il y a pas longtemps, mais quand on mange des algues, oui. La saveur umami, donc les Occidentaux viennent de découvrir cette saveur, mais c'est connu au Japon depuis des milliers d'années. Mais c'est la saveur de la longueur en bouche, du goût, du plaisir, quoi, du goût qui reste vraiment en bouche. C'est quand vous faites un gratin et que ça colle dans le fond du plat, là que tout le monde se bagarre pour aller gratter le fond du plat. Bon voilà, on se comprend plus. Dans les algues, quand on les fait cuire, notamment quand on les fait griller, quoi, ça allume la case plaisir, vraiment, l'umami. Et en fait, c'est des molécules qui sont présentes dans les aliments et qui sont présentes aussi dans le lait maternel. Ce qui fait que dans le monde entier, quand on mange ces aliments, ça réveille la case plaisir. Et je pense que c'est exactement la même chose quand on marche en forêt. C'est dans le cerveau, peut-être dans le cerveau reptilien. Je ne sais pas où ça allume des cases en tout cas, mais ça parle à tout le monde, quoi. Et moi, ma théorie, c'est que celle-là, elle est morte parce qu'elle a été coupée brutalement. L'arbre est comme ça, en fait. La trogne était comme ça. Donc, on a vraiment coupé. La trogne est comme ça. Après, on va dire que c'est reparti pendant des années comme ça. Là, si on recoupe au bout de 30, 40 ou 100, des fois 150 ans, si on refait la trogne là, on va tuer l'arbre. Alors peut-être que l'année d'après, il va refaire. Donc il y a toujours des bourgeons dormants en fait là dans cette boule. Sauf que si on est resté trop longtemps sans stimuler ces bourgeons dormants, ils sont un peu endormis et il y en a qui ne se réveillent pas, quoi. Donc pour peu qu'il y ait une année de sécheresse, il va y avoir 3 pauvres branches et puis il va crever. Si on veut vraiment reprendre une trogne, il faudra enlever un tiers la première année.
Et puis l'année d'après, enlever un autre tiers. Voilà, c'est raccourcir comme ça, reprendre petit à petit, quoi. Ouais. Et ça, malheureusement, même les élagueurs professionnels, s'ils ne sont pas formés à reprendre en main ce patrimoine, ils font n'importe quoi. Les services techniques, c'est pareil, s'ils ne sont pas formés, voilà. Et les particuliers font des fois n'importe quoi. Ils n'ont pas conscience du patrimoine. Là, moi, je vois tellement de murs, des murets qui ont été rasés, des trognes qui ont été rasés pour mettre un mur en parpaing à la place. Sur le fond de la ria d'Etel, sur nos stands, ouais. Il y a un sentier qui... Ouais. Et il y a des têtards oui. Magnifique. Ça fait 16 ans que j'habite là-bas. Donc, ah, vous connaissez. Bah, je fais des sorties têtards là-bas, sur les têtards de nos stands. Ils sont super. Ah bah, je vais essayer d'en refaire, mais j'essaie d'alerter la mairie et même le syndicat mixte de la Ria d'Etel, la communauté de communes, j'essaie d'alerter tout le monde. Bon, ils sont tous menacés, toutes les trognes sont... Oui. Non, c'est que... Parce qu'elles ne sont pas entretenues... Enfin, oui. Ah, oui. Enfin, j'essaie de leur faire comprendre que c'est hyper important, que c'est un patrimoine, que pour la biodiversité, tout ça. Mais je pense que comme il y a beaucoup d'élus qui ne savent pas ce que c'est, j'ai la vision animale en fait. Ouais. On est une espèce en fait qui est incapable de laisser la place aux autres. Ouais. On est bruyant, on pue, c'est-à-dire qu'on est... Mais si, je vais vous expliquer. Notre odeur n'est pas... Si, nous puons en fait, on est couvert de lessive, de parfums, de savons chimiques synthétiques. C'est hyper fort. Pour la majeure partie du vivant, on pue, on est bruyant. On a toujours des chiens en liberté, plus ou moins. On piétine, on fait n'importe quoi. On a perdu le rapport de respect à la nature. On est coupé de la nature. Et comme on est une espèce qui est pétrie d'arrogance, en fait, on ne fait pas attention aux autres. Et quand il y a eu le confinement, c'était génial parce qu'on a laissé de force la place aux autres. Les renards qui revenaient. Oui, et puis le bruit assourdissant de la nature. Et là, c'est reparti, quoi. Et bagnoles, et avions, et blablabla, et les enfants qui braillent dans la nature. Je sais, j'en ai. J'ai tout, j'ai le chien. Oui, parce qu'on ne sait pas faire autrement, on est comme ça. Moi, la première, je suis pas en train de donner des leçons, je vous dis, voilà. Donc, pour moi, il faut mieux laisser des espaces où on ne va pas. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode ? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.